Donc, je suis trop content qu'on Pareil, soit ici trop cool. Aujourd'hui, on va parler freelance, chose que toi, tu abordes, mais tellement sur ta chaîne YouTube. Ouais, tu le rabâches, t'en reparles. Tout le temps. Et je pense que tu as quand même encore des questions à ce sujet. Et aujourd'hui, du coup, on va forcément un peu parler de toi. Ouais. Pourquoi tu t'es lancé en freelance à ton compte, ton quotidien, qui doit être très différent de celui d'un designer en entreprise, en agence. Le côté administratif, très fun, mais obligatoire de passer par là. Tes clients, qui sont comme ça, ce genre de choses. On va parler argent, concrètement, si tu as envie d'en parler. Et puis de santé mentale. Ok, carrément. Voilà, donc je pense que ça fait quand même un beau... Il y a pas mal de choses à dire, je pense. On est obligé de passer par là. Est-ce que tu peux te présenter? Et surtout, comment est-ce que toi, tu te définis? Parce qu'en fait, il y a tellement de mots, directrice artistique, tous ces mots. Non, c'est quoi les mots que toi, tu mets pour toi? Je trouve que c'est déjà la présentation... Elle va dépendre à ceux avec qui en fait je vais parler. Je me rends compte que par exemple les personnes qui sont pas à l'aise avec peut-être ces nouveaux métiers de l'internet, on va dire, je vais peut-être pas leur dire que j'ai une partie influence création de contenu, mais dans la globalité, je dis que je suis illustratrice et créatrice de contenu parce que c'est ce que je fais et les deux en fait vont un peu venir s'entremêler, mais on peut dire peut-être d'un point de vue vraiment hyper large, artiste, parce que je vais autant faire de la peinture que de l'illustration, que des vidéos sur YouTube. Donc, c'est un peu compliqué de mettre un terme. Mais pour résumer, illustratrice, créatrice de contenu. Le mot artiste, il est compliqué en plus à assumer. Et certains ne le comprennent pas. Qu'est-ce que ça englobe? Non, c'est clair. C'est compliqué. Mais ok, super cool, très clair. Et du coup, toi, est-ce que tu as déjà considéré les agences, le monde de l'agence, ou est-ce que tu t'es dit non, je veux être freelance? Pourquoi tu t'es lancé en freelance finalement? En fait, pour répondre à ta première question, c'est marrant qu'on en parle maintenant parce que j'ai considéré l'agence assez récemment. En fait, moi, j'ai un peu le parcours, on va dire, dans l'autre sens. Je me suis lancée en freelance et j'ai jamais eu d'expérience en agence. J'ai eu des expériences professionnelles, mais qui n'avaient aucun rapport dans le monde de l'illustration, du design. Et en fait, ça va faire maintenant 6 ans que je suis à mon compte. Et récemment, je suis allée justement au Off Festival à Barcelone, qui est du coup une sorte de conférence autour du design pour les gens qui connaissent pas. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, c'était trop incroyable. Et en fait, le fait d'avoir assisté à des conférences de personnes qui sont dans des agences, je me suis dit, waouh, il y a tellement de choses à s'apporter lorsque tu es entouré de personnes, lorsque tu es dans une structure. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la structure commence doucement à me manquer. Donc, je suis pas fermée à l'idée d'aller dans une agence. Je dis pas que c'est dans l'immédiat, mais c'est peut-être quelque chose qui n'était pas dans ma tête il y a quelques années, mais qui peut l'être maintenant. Ou peut-être monter ma propre agence aussi. Intéressant. À voir. J'y réfléchis. Mais en tout cas, j'ai commencé vraiment solo et je suis encore solo. Il y a 6 ans donc. Ouais, c'est ça. Putain, t'as une date exacte? Mars 2016, je crois. Oh putain, c'est ouf. Mais attends, 2016, du coup, ça fait 7 ans. Ah! Waouh! Birthday! C'est ouf. Et attention, sur le truc du off, je pense... le truc, faut faire attention au wow effect aussi. Oui, bien sûr. Tu sais, ils arrivent avec des showreels en mode putain, regardez, notre agence, elle est ouf. Mais on sait pas trop ce qui se passe dans l'ombre finalement. Donc, je dis pas que tout est mauvais dans les agences, mais c'est vrai que ça fait rêver. Et après, en final, t'as le poste de celui qui fait les cheveux sur les personnages, et tu fais ça toute la journée. Donc souvent, tu sais, ça fait moins rêver. Mais à voir, ça peut plaire vraiment à des gens. Et puis là, on va aller plus sur ton quotidien. Est-ce que pour toi, une journée type freelance, ça existe? Non, du tout. Et si bon tu as déjà répondu, mais et du coup, ça ressemble un peu à quoi en fait? En fait, ça va vraiment dépendre des projets et surtout, comme on en parlait avant, de l'inspiration aussi. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à mettre en place une vraie routine. Pourtant, j'ai essayé de le faire. J'en ai parlé sur YouTube. J'ai donné les clés pour le faire. Et en fait, dès que je l'applique à moi-même, je suis la pire. Écoutez ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Mais en fait, je me rends compte que je fais partie de ces personnes qui... Enfin, ça va dépendre de plein de choses. Le personnel aura vraiment un impact sur ma façon de créer aussi. Donc, je vais peut-être avoir des semaines où je vais être moins inspirée. Donc, je vais moins peindre. Et à côté de ça, je vais peut-être faire plus de vidéos YouTube parce que j'ai plus de facilité à être derrière la caméra, par exemple, que faire une illustration. C'est bien, ça fait un bon équilibre. Oui, c'est ça en fait. Et je suis très contente d'avoir aussi cet équilibre. De toute façon, on en parlera après par rapport aux sources de revenus. Mais par exemple, j'ai différentes sources de revenus. Et c'est vrai que parfois, j'ai des périodes où il y en a une qui disparaît complètement. Et en fait, ça me permet d'avoir le temps pour faire d'autres choses. Et donc, je suis tout le temps constamment stimulée créativement. Et c'est ça qui fait que j'ai pas vraiment de journée type. C'est assez compliqué. Des fois, je viens ici à l'atelier.
La plupart du temps, j'y vais l'après-midi. Comme ça, le matin, je travaille sur l'ordinateur ou je filme mes vidéos YouTube. Et après, je viens ici l'après-midi jusqu'en fin de journée. Et puis, je vais dessiner et faire... Si, c'est vraiment un peu toute la partie création graphique, on va dire. C'est la première fois qu'on filme ici, d'ailleurs. Ah, donc, peut-être que je vais investir dans une lampe et aussi faire Allez, là. des vidéos ici. Mais non, j'ai vraiment pas de journée type. Et je pense que c'est aussi ça qui fait la richesse de ce statut. On critique beaucoup parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects négatifs, mais en soi, ça te permet quand même une liberté qui est incroyable en fait. Totalement. Et ouais, pouvoir juste choisir quand tu veux travailler, c'est vraiment un luxe en fait. C'est vrai, on l'oublie souvent, je pense. Ouais. Et tu as un peu déjà répondu, mais du coup, toi, tu travailles de chez toi. Ouais, c'est ça. Et tu dis que tu as un atelier. Ouais. Donc, c'est comment un peu ton pourcentage de où tu vas? Est-ce que tu vas dans des cafés peut-être? Ouais, là, en ce moment, le pourcentage de l'atelier, ça va être 5% ici. J'y vais quasiment pas. Après, j'ai l'excuse que j'ai pas été beaucoup à Berlin récemment. Et mon objectif, c'est vraiment de revenir dans l'atelier. Après, l'hiver, c'est vrai qu'il y avait peu de luminosité, il faisait assez froid, donc j'ai un peu procrastiné. Mais dans l'objectif, j'aimerais beaucoup faire 60% chez moi et 40% ici, voire plus. Mais sinon, je bosse assez rarement dans des cafés. Je pense que j'ai du mal à m'installer dans un café et créer. Enfin, pour moi, le processus créatif d'illustration, c'est quelque chose d'assez intimiste. Et j'ai besoin d'être seule. Ou par exemple ici, où je suis dans ma petite pièce. Et dans un café où je sais que des gens peuvent regarder. J'ai un peu de la pudeur par rapport à ça. Ok, je comprends. Ouais, parce que tu vas pas forcément sur la bonne piste tout de suite. Oui, c'est ça. Tu te fails et t'as pas envie que les gens te voient. Je comprends complètement. Et ok, super cool, on en sait un peu plus sur ton quotidien qui finalement ne se ressemble pas, donc c'est comme si on savait rien finalement. Oui, c'est ça en fait, c'est un peu ça. Donc là, on va aller sur la partie un peu moins fun, l'administratif. C'est parti. Voilà, il faut y passer. Comme ça, tu pourras envoyer cette vidéo aux gens qui te poseront la question. Tu fais quoi? Tu conseilles quoi pour de l'administratif? Et toi déjà, micro-entreprise, maison des artistes ou autre? Et pourquoi? Alors, je sais que les choses ont beaucoup évolué. Moi, je sais par exemple que quand je me suis lancée, je sais qu'on a encore l'ACRE en France, du coup, qui est l'aide qui te permet de toucher le chômage et de monter ta micro-entreprise. Ça a changé, donc je vais pas non plus dire des bêtises par rapport à ça. En tout cas, moi, à mon époque, vraiment, waouh. Ça fait 7 ans, donc en vrai, ça a beaucoup changé. Moi, je sais que quand je me suis lancée, en fait, avant ça, j'avais fait de l'intérim, donc j'étais éligible au chômage. Et j'avais créé ma boîte avant d'être au chômage. Donc les deux fonctionnaient ensemble. En tout cas, c'était comme ça. Donc moi, je me suis créé une micro-entreprise parce que je faisais déjà un peu de création de contenu à ce moment-là. Et je cherchais pas spécifiquement le statut d'artiste-auteur parce que, alors il me semble que les choses ont évolué. Mais en 2016, tu pouvais par exemple pas vendre des prints sous artiste. Je sais plus si ça a changé ou pas. Et donc, du coup, vu que j'avais ma boutique Etsy et vu que mon objectif à ce moment-là, c'était déjà de faire des vidéos YouTube, je me suis dit, la micro-entreprise, c'est ce qu'il y a de plus pratique parce que tu peux tout mettre dedans. Et donc, pendant 3 ans, je crois que j'ai eu, du coup, les exonérations grâce à l'ACRE. Donc, au lieu de payer, c'est quoi que tu payes? C'est 22%, c'est 22%. Et toi, tu as dû avoir 5%. Ouais, c'est ça. Exact, c'est ça. C'est un autre truc. Donc, ça s'est fait comme ça. Et du coup, il y a 2 ans, j'ai été démarchée par Mathilde qui est mon agente. Et en fait, à ce moment-là, moi, je faisais pas énormément d'influence. J'en faisais un petit peu, j'avais quelques partenariats, mais je devais être contactée une fois tous les mois, tous les 2 mois. Et Mathilde est arrivée, elle m'a dit, j'adore ton profil, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble et qu'on développe l'influence. Et en fait, au moment où elle est arrivée, les choses se sont un peu développées. Alors, je dirais pas que c'est elle spécifiquement qui a cherché du travail, mais les choses se sont faites en fait au même moment et elle a décidé de m'accompagner. Et c'est vrai que quand j'ai eu son expertise, mes tarifs ont clairement augmenté parce que moi, j'ai jamais eu de formation là-dedans. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai un chiffre d'affaires qui était aussi plus important. J'ai pas dépassé le seuil de la micro-entreprise, mais par contre, je payais Mathilde tous les mois. Donc, quelqu'un à rémunérer, un prestataire assez régulier à rémunérer. Et je suis passée en URL. À ce moment-là. Donc j'étais passée par un autre cabinet comptable. J'étais passée par un cabinet comptable sur Bordeaux. Et puis par la suite, j'ai décidé de passer par l'expertcomptable.com. Ah oui, bah oui. Voilà, on a eu l'occasion de travailler avec eux, qui sont trop cool et que d'ailleurs je recommande. Et donc maintenant, je suis accompagnée par eux depuis plus d'1 an et demi. Et donc maintenant, je suis en URL. Et c'est ce que je dis
actuellement et j'habite à Berlin. Donc ça, c'est un vrai souci. Les Allemands, ils savent pas quoi faire. Moi, j'ai 2 sons de cloche. En France, on me dit il y a absolument aucun problème à vivre dans un autre pays d'Europe et avoir une société française. Ouais. Et les Allemands ici, ils me disent ah non, il faut tout faire passer. Après, je pense que c'est les Allemands, tu vois. Donc pour le moment, je suis en URL. Je me suis renseignée pour peut-être créer ma boîte ici, mais j'ai pas envie de faire une liquidation de mon URL en France. Okay. Donc voilà, alors vous regardez ces URL, on verra si ça évolue ou pas. T'as speedrun mes questions, t'as tout anticipé. Voilà. Désolé. Non, mais ça m'en a amené une autre, c'est que je voulais te poser la question de comment tu gères ta partie comptabilité. Ouais. Et du coup, tu m'y as un peu répondu, c'est un peu cette rencontre. Et aujourd'hui, c'est l'expert comptable. Oui, c'est ça. Mais avant ça, est-ce que tu utilisais des logiciels et justement tu t'y retrouvais pas? Ouais. Ou est-ce que comment tu t'es dit c'est trop pour moi, je le délègue? Ou est-ce que tu faisais parce que c'était obligatoire de toute manière? C'est ça. En fait, moi, quand je me suis lancée, la question de déléguer, ça m'est jamais venu à l'esprit. Parce qu'on se lance, on n'a pas beaucoup de moyens et on se dit, ouais, c'est de l'argent à mettre dedans. Et aujourd'hui, c'est vraiment un conseil avec du recul, si vous savez pas faire un truc, déléguer en fait. C'est sûr que c'est de l'argent, mais ce sera une charge mentale qui va te retirer et c'est peut-être même de l'argent économisé parce que tu fais des erreurs administratives. Derrière, ça peut peut-être te retomber, tu dois payer des amendes, ce genre de choses. Et moi, au début, vraiment, ma comptabilité, c'était pas ouf. Ouais. Je pense que mon pire red flag, c'est que je suis maxi bordélique et ma comptabilité, c'était pareil aussi. Aïe. Je pense que là, tu as pu donner le conseil ultime pour toi, c'est de déléguer. Oui, c'est ça. Et même, admettons, maintenant, je te dis, ouais, mais je peux vraiment pas me permettre d'investir cet argent. Qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce que tu leur dis d'aller chercher des sources sûres? Ouais, c'est ça. Je trouve que, surtout en France, on a accès à de plus en plus quand même de ressources au niveau de l'auto-entrepreneuriat. Il faut certes encore les chercher, mais elles commencent à être disponibles. Il y a quand même beaucoup aussi. Moi, je trouve qu'il y a une super communauté d'illustrateurs et d'illustratrices sur les réseaux sociaux français. Et il y a énormément d'entraide. Moi, je sais que plus d'une fois, j'ai eu des difficultés, même par rapport à des tarifs. Là, je te parle pas de comptabilité. Et j'ai envoyé des messages à des illustratrices à qui on s'est jamais parlé. Et elles me disaient, moi, je tariferais comme ça. Et donc, je pense que il y a vraiment ce truc où tu peux quand même demander des conseils. Après, il faut pas se dire, je crée ma boîte et je vais demander à tous les gens sur Instagram. Mais c'est vrai que si vraiment tu es dans la galère et que par exemple tu trouves pas des ressources, il y a quand même, je trouve, une bonne entraide qui peut se faire. C'est clair. Donc attention aux mauvaises sources quand même. Si imagine il y en a un qui te dit quelque chose qu'il pense depuis longtemps. Oui, non, c'est clair. Faut faire toujours attention à ça. Ça, et toujours à revérifier après avec des pros. C'est ça. Ouais. Ok, trop bien. Je pense que c'est en vrai avec tous les autres. Vous êtes assez carré sur ce truc administratif. Oui. Donc je pense que ça fera une belle partie à envoyer aux gens qui ont peur de se lancer. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui ne se lancent pas pour ça. Oui, non, c'est sûr. Pour l'aspect administratif. C'est assez effrayant, mais après, tu vois, la micro-entreprise, on a quand même cette chance que que ce soit un statut simplifié. Ouais, c'est assez Donc simple. La compta reste vraiment, vraiment simplifiée. C'est très basique, soyons honnêtes. Moi, si je vais faire ma compta de URL, je pourrais pas le faire. Oui. Alors que la micro-entreprise, en vrai, c'est vraiment très simple en soi. Donc ça peut se faire. Trop bien. Et donc là, on va un peu passer sur tes clients. Ouais. Qui, pareil, je pense, corrèlent bien avec ton quotidien. Ouais. Je pense que ça bouge beaucoup. Est-ce que toi, déjà, tu démarches des agences? Est-ce que c'est plus du bouche à oreille? Ouais. Ou est-ce que, est-ce qu'on vient te voir directement? Ouais. En fait, moi, je démarche pas du tout. C'est vraiment une chance incroyable aussi. Et je suis consciente que je suis dans ce luxe d'avoir le travail qui vient à moi. Donc ça, c'est vraiment trop chouette. Au début, ça n'a pas été le cas. Au début, j'ai démarché, évidemment, comme tout le monde quand on se lance. Et à partir du moment où maintenant ça fonctionne assez bien, le fait aussi d'avoir une visibilité sur les réseaux. En fait, il y a un peu ce truc, lorsque par exemple, moi j'ai quasiment pas eu de projet depuis début d'année, mais en même temps j'ai pas été très active aussi de mon côté. Et donc un peu les réseaux sociaux, c'est ça, c'est montrer ton travail, montrer tes illustrations. Moi ce que je fais, à partir du moment où je montre que j'existe, les gens peuvent tomber dessus et je peux me faire démarcher. Donc non, je démarche pas du tout. Et en fait, la plupart du temps, dans 90% des cas, les gens tombent sur mon travail via les réseaux sociaux. Donc ça se fait comme ça. Et quand on était dans le passé, tu disais que tu démarchais. Ouais. C'était quoi un peu ton avant que justement le travail vienne à toi? En fait, je démarchais beaucoup dans l'illustration. C'était vraiment des illustrations pour les particuliers. Déjà, je pense qu'à ce moment-là, j'avais pas vraiment développé mon propre style. Je débutais et même, je pense, que j'avais pas du tout un profil. En fait, à ce moment-là, les illustrations que je faisais, c'était vraiment des illustrations en noir et blanc, type tatouage. Et donc, vraiment, ça a coïncidé avec plus le particulier qui veut des illustrations pour chez lui ou pour pareil en tatouage. Donc, moi, j'ai marché beaucoup là-dedans. J'ai fait un petit peu de démarchage pour la création de contenu. Ça a un peu moins fonctionné parce que j'avais pas beaucoup d'abonnés aussi à ce moment-là et j'ai pas beaucoup de visibilité. Et en fait, après, progressivement, les gens sont venus à moi.
Il n'y a pas eu de gap, ça s'est fait progressivement. Ouais, c'est ça. Après, par contre, à ce moment-là, ce qui est assez curieux, c'est que j'avais certes moins de clients dans tout ce qui est influence ou même illustration, mais par contre, ma boutique a fonctionné très bien. Ah oui, c'est vrai, la boutique ici. Ouais, boutique qui est fermée à l'heure actuelle, mais c'est marrant de se dire que à ce moment-là, j'avais peut-être plus de visibilité là-dessus. C'est fou. Là où aujourd'hui, j'ai plus d'abonnés, mais je fais moins de ventes. Donc les abonnés, en fait, ça fait pas tout au final. Ouais, bien sûr. Et tu as toujours été dans ce truc de défendre, tu dis toujours ton propre style, etc. Ouais. Parce que quand tu démarchais, par exemple, les particuliers, est-ce que tu disais, je suis tout terrain, je m'adapte à votre demande, ou est-ce que tu venais toujours avec cet aspect, non, je veux vraiment imposer mon style un petit peu Non, au début, franchement, je m'adaptais à tout. Ouais, tu t'adaptes. Ouais, parce qu'il fallait que je vive, en fait. Ouais. Et alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je défends vraiment mon style. Et d'ailleurs, pour une petite anecdote, je te le dirai après en off, j'ai eu un très chouette projet de début d'année qui a pas vu le jour. En fait, avec une enseigne en France où je devais faire du packaging. Et au début, on m'a dit carte blanche. Et au bout d'un moment, ils ont dit, ouais, mais ton style est trop coloré. Et j'ai dit, ouais, mais vous m'avez contacté pour ça. Wow. Aujourd'hui, c'est ma DA, en fait. Ils t'ont vu où au début? Trop bizarre. Ils m'ont trouvé, du coup, sur Instagram. Et en fait, typiquement, j'ai refusé le projet, en fait. J'ai dit, je me retire du projet. Certes, je vais perdre de l'argent dessus. Mais en fait, aujourd'hui, je peux plus m'adapter à d'autres trucs, en fait. C'est fou parce que ils arrivent sur Instagram, ils voient quand même un univers complètement coloré. C'est ça, ouais. Désolé, tu es trop coloré. Oui, c'est ça, ça n'a aucun sens. Ouais. C'est fou. Donc non, aujourd'hui, je fais pas de retour en arrière. Je pratique mon style, en fait. Et est-ce que tu te rappelles de l'histoire de ton premier client? Ça remonte, du coup. Ouais. Mais... Alors, il y a deux trucs. Il y a soit l'illustration, soit vraiment partenariat, on va dire. En fait, je m'en suis souvenu il y a pas longtemps de mon tout premier partenariat. Et d'ailleurs, je me suis dit que je voulais en parler dans une future vidéo qui viendrait. C'était... en fait, moi, je suis sur les réseaux depuis super longtemps. C'est-à-dire que je crois que j'ai publié mon premier dessin en 2009 sur DeviantArt. Donc, vraiment, il y a 14 ans. Et pareil, mes premières vidéos YouTube, j'étais publiée il y a super longtemps. Et à la base, c'était des vidéos juste contemplatives. J'avais acheté un appareil photo avec un 50 mm. Classique. Et tu sais, tu es au collège et tu dis, waouh, je peux faire un flou d'arrière-plan et tout. Et du coup, tu fais plein de trucs comme ça. Ouais. Et en fait, j'ai toujours publié mes vidéos et toujours une présence sur Internet. Et à ce moment-là, j'avais jamais envisagé que j'allais pouvoir en vivre via cette visibilité. Et il me semble que du coup c'était en fac, j'avais déjà quelques abonnés et tout, j'avais une petite communauté sur Instagram. C'est marrant. Et je suis contactée par un truc vraiment bancal, c'était un truc de live stream indonésien, je crois. D'accord. Genre une sorte de plateforme, c'est vraiment curieux. Et ils me disent, on aimerait que tu fasses 3 lives dessus avec ta communauté et on te paye 400 €. Et moi, à l'époque, même encore aujourd'hui, c'est énorme, tu vois. C'est fou quand même. Et tu te dis, moi, je suis étudiante, on me propose 400 € pour faire ça. Et je dis, mais waouh, je suis refaite. Alors que la plateforme, elle était infâme. Et par la suite, j'ai fait des recherches et vraiment, je suis pas du tout fière. Enfin, il y avait des trucs, il y avait beaucoup, de meufs qui faisaient des trucs de camgirl. C'était beaucoup de trucs de mineurs aussi où tu étais dans un truc vraiment limite. Compliqué. Et en fait, c'était une plateforme vraiment pas ouf. Et en fait, ça existe encore? Je sais pas du tout, c'est moi que je regarde. Et en fait, moi à l'époque, j'étais en mode mais trop cool. En fait, c'est des gens qui font des lives. Tu sais, j'ai jamais pensé que t'avais tout ce courtier. Ça se trouve, c'est devenu chatroulette. Ouais, mais c'est ça, c'est un truc horrible. Non, vraiment, je suis vraiment pas fière. Et en fait, moi, j'étais trop contente. Je dis à toute ma communauté, allez sur ce truc, on en a jamais entendu parler. J'ai fait mes petits lives. J'étais en mode, regardez mes livres d'art, ci et ça. J'ai été payé mes 400 € et. C'est fou ça. Ouais, c'est ouf, mais. Et sur la partie illustration. Et sur la partie illustration, je pense que mes tout premiers clients, alors ça c'est aussi un petit fun fact, alors c'était pareil en fac, première année de fac, à l'époque sur Vinted, alors je sais pas si ça existe encore, il y avait une sorte de forum où on pouvait discuter. C'est Vinted, la plateforme où tu peux vendre les fringues. Bien sûr, oui. Et en fait, moi j'avais fait ma propre pub, en mode hello, je fais des plateformes, pas des plateformes, des bannières pour les blogs et ce genre de trucs et tout. Et en fait, c'était vraiment l'époque où... genre, t'avais toutes les blogueuses mode. Enfin, le blog, c'était un vrai truc. Oui, c'était pas Instagram et tout. Tout le monde avait son blog. T'avais beaucoup de visites dessus. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à faire d'illustration et que j'ai fait des petites bannières pour des blogueuses mode, principalement. Donc, conseil, faites votre pub sur Vinted, c'est ça? Ouais, peut-être plus aujourd'hui. Je crois que je me suis fait ban en plus parce que tu pouvais pas, en fait. Ne faites pas ça. Mais ça a marché, j'ai eu quelques clients. Le culot a fonctionné. Très, très bien vu. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais aux gens, les 3 cases à cocher? Fondamentale pour mettre toutes les chances de son côté, je dis pas que ça va arriver, mais mettre vraiment toutes ses chances de son côté pour que tu trouves des clients, ou peut-être même que les clients viennent à toi comme ça se passe aujourd'hui, tu vois. Je pense déjà avoir un bon portfolio, ça c'est sûr, pouvoir montrer en fait ce que tu fais et avoir un portfolio en ligne.
Aussi essayer de cibler en fait ce vers quoi tu veux travailler. Par exemple, tu veux faire de l'éditorial. Typiquement, je sais pas, fais des cas concrets en fait. Prends un journal, prends un article et tu dis ok, je vais illustrer par exemple cet article pour que en fait le client lorsqu'il tombe sur ton profil ou sur ton mail, peu importe ta manière de démarcher, se dise ah ok, ça a du sens. Donc ça ça serait les 2 premiers conseils. Et je pense avoir confiance en soi, ça c'est sûr, c'est un truc qu'il faut le travailler. Sur le temps, ouais. Mais se dire oui, je suis légitime à avoir ce boulot et je suis légitime à contacter aussi cette boîte et pas se dire ouais non, j'ose pas trop, ou même dans le mail, oui peut-être vous pouvez travailler avec moi. Enfin vraiment présenter le truc en disant ok, voici ce que je fais, voici ce que je peux vous apporter. Et je pense que vraiment ça peut apporter une plus-value en fait. C'est intéressant ce truc de sélection, c'est que tu mets dans ton portfolio uniquement ce que tu veux pour quoi on te contacte. La phrase n'était pas très française, mais t'as compris. Ouais, enfin non, je veux dire, pas nécessairement, tu vois, ça peut être un ensemble, mais quand même présenter des choses qui auraient un rapport par rapport à ça. Si par exemple, tu veux bosser dans le packaging et que t'as aucun projet, par exemple, fictif de packaging, c'est peut-être un peu compliqué. Ok, super. Ouais, le truc du portfolio, il est revenu quasiment systématiquement. Ouais. C'est le truc numéro 1. Mais de toute façon, c'est un peu c'est pour montrer qu'en fait, c'est pas de la magie, quoi. Oui. C'est du travail, de la chance, du timing, du temps. Exactement. Oui, je suis d'accord. On a beau donner tous les conseils qu'on peut pour trouver les clients, c'est malheureusement du cas par cas. Ouais, non, je suis d'accord. Ouais. Et donc, c'est pour juste montrer, même 7 personnes diront la même chose parce qu'en fait, elles savent pas trop elles-mêmes, quoi. Ouais. C'est un peu plein de choses en même temps. On va parler argent, si tu le veux bien. Oui, non, il n'y a pas de souci, c'est une question que j'ai posée donc à tout le monde. Tout le monde a les mêmes questions pour que tu saches. Ton taux journalier moyen, donc ton TJM, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce qu'il est stable? Comment tu le justifies? Est-ce qu'il varie selon ton illustration, ta création de contenu? Ouais, en fait, c'est complexe pour moi de définir un taux journalier. Ouais, un taux journalier pour l'unique raison que je fais de l'influence. Ouais. Et je fais de l'illustration. Et du coup, les deux seront pas pareils. En matière d'illustration, là, récemment, je l'ai augmenté à 500. Okay. Et c'est vrai qu'avant, en fait, je faisais plus trop... En fait, pendant une longue période, je faisais plus trop d'illustration. Du coup, j'étais vraiment restée au truc de base pendant hyper longtemps. Et en fait, quand j'ai eu un projet récemment, un nouveau d'illustration, je me suis dit, mais en fait, Luisa, tu peux plus présenter tes trucs d'il y a 2 ans. En fait, maintenant, tu peux augmenter. Et après l'influence, c'est compliqué aussi. Compliqué, ça va dépendre en fait du projet. Enfin moi honnêtement, si je fais des chiffres, j'ai fait des collaborations, j'ai fait par exemple des partenariats sur ma chaîne YouTube pour 400 € la vidéo, tout comme j'en ai fait pour 1200. Ça va dépendre. J'ai fait des gros projets qui étaient par exemple sur quasiment 1 mois, qui ont été chiffrés à 10 000 €, mais qui n'étaient pas uniquement une vidéo YouTube à faire tout un truc ensemble. Et c'est assez compliqué à... En fait, moi, je peux pas chiffrer, tu vois. C'est trop dur, parce qu'en fait, ça dépend de ta capacité à démarcher. C'est ça. Le monde de l'influence, c'est souvent, comme tu disais, quand tu as une agente qui fait ça pour toi, elle est beaucoup plus dans le marketing, le sales, donc elle va le faire mieux que toi. Ouais, non, c'est clair. Mais c'est un peu un jeu d'échecs, c'est un peu du poker. En vrai. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est surtout les droits. Qu'est-ce que les gens en font? Aussi. Ça va coûter tellement beaucoup plus cher. En fait, si c'est juste une photo Instagram qui est pour toi et que les gens en font rien derrière, tu peux... évidemment, jamais je vais demander 10 000 balles pour ça, tu vois. Tu peux, je sais pas moi, par exemple, demander 400 €. Mais si par exemple, derrière, eux, ils vont réutiliser ton contenu pour en faire de la pub, ce que ça va être diffusé, c'est ça, en fait, qui va vraiment beaucoup plus chiffrer. Et puis il y a aussi cet aspect de niche peut-être à préciser aussi, pour les gens. C'est plus on est dans une niche très précise, plus on peut facturer cher, alors qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés pour les gens. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. C'est pour ça que tu peux sortir de tels chiffres avec seulement 50 000 abonnés, entre guillemets. C'est parce que c'est une niche de fou, quoi. Ouais, non, c'est clair. Mais je suis trop contente aussi dans cette niche parce que ça permet quand même d'avoir des tarifs aussi qui sont des tarifs qui te permettent de vivre derrière. Parce que... est-ce que tu es en URL, toi? Non, je suis en micro. Ok, d'accord, Parce qu'en URL, tu as énormément de charges aussi. Okay. Et moi, je suis très contente aujourd'hui de pouvoir prétendre à des tarifs plus élevés. Je sais qu'un peu la règle qu'on m'a dit, c'est la règle des 3 tiers. Tu as 1 tiers qui va en salaire, 1 tiers en charge et 1 tiers que tu mets de côté. Okay, c'est marrant. Et moi, en plus de ça, je dois encore payer par pourcentage une nouvelle personne. Et du coup, je suis très contente aujourd'hui d'être dans cette niche, de me permettre de prétendre à des tarifs plus élevés pour pouvoir me verser un salaire. Parce que c'est vrai que si j'étais pas dans une niche, peut-être que je pourrais pas vivre de l'influence, ça c'est sûr. L'influence au global, à influenceur divertissement, ça doit être bouché, mais on se rend même pas compte à quel point. Et du coup, tu réponds déjà un peu. Est-ce que tu arrives à en vivre aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, je peux en vivre. Et est-ce qu'il y a eu un gap pareil à un moment où tu as réussi à en vivre et avant non?
Ouais, c'est ça. Au début, j'ai eu beaucoup de difficultés à en vivre parce que, en fait, moi, aujourd'hui, mon salaire se constitue de différentes sources de revenus. Donc, il fallait toutes les développer, en fait. Il fallait développer ma chaîne YouTube. Alors, moi, ma chaîne YouTube, fondamentalement, elle me rapporte pas d'argent. Je gagne 50 € par mois grâce à ma chaîne. Mais il fallait, du coup, développer la visibilité qu'il y a autour pour avoir des partenaires. Et après, fallait faire la boutique. Puis après, fallait faire Instagram où tu peux avoir des partenaires dessus. Puis après, toute la partie illustration où là... Parce que moi, je fais beaucoup d'illustrations aussi qui sont à brander ectomorphes. Enfin, genre, typiquement, quelqu'un va me dire « j'ai besoin d'illustrations pour ce projet », je le fais, en fait. Et en fait, c'est tellement de sources qu'il faut développer que tu peux pas toutes les faire en même temps. Ouais. Et moi, ça m'a pris plusieurs années et je pense que, ouais, j'estime que... en fait, c'est assez compliqué de savoir aussi quand tu gagnes bien ta vie, de toute façon. Je trouve, et ça j'en parlais dans une de mes vidéos, des fois t'es tellement content et tellement fier de toi d'avoir donné tout ce que t'as donné pour gagner un SMIC que tu dis « yes, je gagne enfin bien ma vie », alors qu'en fait tu te rends compte que on a très peu d'avantages en étant freelance et qu'il faut les payer ces avantages aussi. Donc je dirais que, oui, au début, j'ai peut-être commencé à toucher mes premiers salaires au bout de 2 ans et demi de freelance, mais j'estime que je gagne confortablement ma vie depuis peut-être 1 an et demi maintenant. C'est fou. Où je peux mettre de l'argent de côté. Tu vois, l'année dernière, c'est la première année en 6 ans où j'ai mis de l'argent de côté, par exemple. C'est fou. Donc, très contente, mais faut charbonner, en fait. C'est dingue. C'est dingue, en vrai. Et en fait, est-ce que, par exemple, est-ce que tu es confortable avec le fait de dire peut-être tes chiffres sur les 3 derniers mois? En fait, c'est juste pour montrer, est-ce qu'il y a un potentiel écart entre les mois? C'est juste pour montrer aux gens que c'est pas un salaire de salarié. Oui. Peut-être qu'il y a un mois 200, un mois 3000, c'est pour montrer les écarts. Est-ce que tu es confortable avec ça? Oui, non, moi j'ai pas de problème à parler de ça. Au contraire, je me dis qu'il faut qu'on en parle aussi parce que les gens ont aussi besoin de chiffres. Moi, la seule chose qui parfois me crée de l'inconfort, c'est que moi je sais que je me compare. Des fois, je vois des gens qui donnent leur chiffre d'affaires. Je suis un peu nulle en fait. Ouais, bien sûr. Non, après moi, par exemple, toi concrètement, cette année, j'ai pas eu énormément de rentrées d'argent. Pour être transparente, je me suis versé mon dernier salaire au mois de décembre. Donc là, je me suis pas versé de salaire depuis début d'année parce que je me suis versé une bonne prime l'année dernière. Là, par exemple, du coup, j'ai pas eu énormément de rentrées d'argent. J'ai bossé du coup... je sais pas si je peux le dire. Bon, je vais pas mentionner qui, mais j'ai fait des missions en interne pour une boîte. Et sur 3 mois, j'ai été rémunérée 4004 pour ça. Ensuite, là, j'ai une collaboration qui va potentiellement être rémunérée. Enfin non, ça va tomber la facture, donc c'est à peu près 4000 €. Il y a les délais de facture aussi. Oui, c'est ça, il y a les délais, c'est ça. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que j'ai une autre facture. Là, hier, j'ai fait une facture à 3002. Donc, en vrai... Tu vois, ça, c'était, par exemple, tout ça, ça s'est fait sur 1 mois. Et par exemple, pendant le début d'année, j'ai rien eu. Mais tu vois, une fois qu'on divise en vrai, mon début d'année, il est pas folichon, je pense. Mais après, tu vois, sur le reste de l'année, je pense, assez bien m'en sortir aussi. C'est ça, c'est de savoir prévoir, en fait, à l'avance, puisqu'il y a aussi, ensuite, non, toi, t'es plus chez l'URSSAF. Enfin, je sais pas si tu fais toujours. Enfin, oui, c'est un mais peu quand le t'es même en micro, ce truc, si tu fais trimestriel, par exemple, t'as de l'argent sur ton compte, mais attention, puisque t'appartient pas à 100%. Donc il y a ça aussi, les échéances de paiement. Que des fois tu as l'impression waouh, j'ai fait 0 € là pendant 2 mois, mais en fait non, c'est la facturation qui arrive plus tard. C'est ça. Et si tu divises en 3 mois, tu te fais OK, ça va, je suis bien. Mais donc je sais pas comment c'est pour toi, mais moi je me rends compte que l'argent c'est un peu devenu fictif. Je sais pas comment expliquer, c'est-à-dire que dans le sens où tout va sur mon compte, mais du coup c'est pas moi, c'est ma boîte. Et en même temps, il y a des choses qui vont être retirées de ça. Donc, j'ai un peu ce truc de, j'ai peut-être beaucoup d'argent en trésorerie, mais c'est pas mon propre argent, en fait. Et c'est assez complexe, je trouve, aussi. En fait, je le ressens pas encore comme ça, puisque toi, t'as le côté un peu entreprise. Ouais, peut-être, Et vu qu'en micro-entreprise, j'ai vraiment l'impression que vu que c'est moi qui gère tout, si j'ai quand même l'impression que c'est mon argent. Mais oui, je sais que ça part à l'URSSAF et je sais que c'est pas globalement mon argent, c'est l'argent de la banque. Je sais tout ce genre de trucs, mais ça, j'avoue que quand tu dois te verser un salaire, je pense que tu passes un step dans ta tête, tu fais c'est différent là. Non, carrément. Super intéressant. Merci d'avoir été super ouverte sur ce sujet. Je pense que ça peut vachement aider des gens. On va un peu embrayer sur la santé mentale, qui est importante, on va pas se mentir. Aujourd'hui, est-ce que tu considères qu'être freelance, c'est dur? Elle est dure cette question. En plus, quand je t'ai rencontré, j'avais posé la question. Oui, c'est vrai. Ça va, c'est pas trop dur d'être freelance. Oui et non, en vrai, vraiment, je m'arrête là, la réponse oui, non. En vrai, lorsque tu es un petit peu en dessous du seuil du confortable, comme tu dis,
Tu vis en fait, je dirais pas que tu survis, mais tu vis juste tranquillement en fait. Et c'est vrai que quand tu gagnes un petit peu plus, ça te permet juste d'avoir une vie un peu plus normale, entre guillemets, de te dire, je peux mettre de l'argent de côté. Et une fois de plus, je te parle pas de, moi je mets pas 500 € par mois de côté ou quoi que ce soit, mais juste un petit peu d'argent pour me dire, je peux partir en vacances, je peux changer d'ordinateur, plein de choses comme ça que peut-être dans d'autres métiers, ou du moins je veux dire dans d'autres structures, c'est plus envisageable, pouvoir cotiser pour ma retraite par exemple. La fameuse. Ouais, la fameuse retraite, on ne sait pas. On n'aura pas. Oui, surtout en tant que freelance, ça va être encore plus compliqué. Je pense que non. Et en fait, je pense que c'est ça qui est assez dur, c'est que moi, personnellement, des fois, je me dis, si c'était à refaire, est-ce que je le referais le début ? Je suis peut-être pas sûre. Moi, je sais par exemple que le début, j'ai réussi à m'en sortir parce que j'étais typiquement dans une relation avec quelqu'un qui avait un CDI qui pouvait parfois allonger les fins de mois. Et certes, j'étais maxi heureuse à faire mes dessins, mais est-ce que tu as envie de faire ça pendant hyper longtemps ? C'est aussi des vraies questions. Beaucoup de gens disent l'argent c'est pas essentiel. C'est un peu essentiel quand même, mine de rien. C'est essentiel. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que une fois que tu as dépassé un certain seuil, tu te dis pas j'ai pas besoin d'aller plus haut. Oui. Ça me va en fait. Je sais pas, moi j'ai pas cette course en tout cas augmenter. Non. J'ai juste cette course à trouver le seuil parfait pour faire tout ce que je veux, tout ce qui me paraît important pour ma vie, quoi. Ouais, moi c'est exactement pareil en fait. Je cherche pas à. En fait, tu vois, j'ai mon chiffre d'affaires de l'année dernière et sur l'année, et je cherche pas spécialement à l'augmenter en fait. Moi, je me dis aujourd'hui, je suis très heureuse dans ma vie telle qu'elle est. Moi, aujourd'hui, j'estime que, et je le dis souvent dans les vidéos, j'estime que je gagne bien ma vie parce que je peux aller quelques fois au restaurant dans la semaine, je peux partir en vacances et je te parle pas de dépenser des milliers et des cents parce que c'est mon propre mode de vie. Et si ça continue comme ça, je suis très heureuse en fait. Trop bien. Donc, c'est plus important. Mais du coup, est-ce que c'est un truc que tu recommandes à n'importe qui ? Être freelance Ouais, c'est assez complexe. Enfin, oui et non. Vraiment, mais c'est des questions, tu vois. C'est des questions que les gens posent. Enfin, c'est beaucoup de questions que des gens posent. Et c'est toujours, malheureusement, le oui et non. Ça dépend de. C'est ça. Et tout ça, quoi. Moi, je pense que c'est vraiment l'aspect financier qui est le plus important. Après, chacun a son propre rapport à l'argent. Mais moi, je me rends compte que ça a été un stress. Pour moi, ça a été un stress pendant tellement d'années. En fait, chacun a son propre rapport à l'argent, mais par exemple, ne pas avoir eu d'argent de côté pendant 6 ans, c'est un truc qui me stressait au quotidien, en fait. Et même par rapport à mon âge, tu sais, moi, je voyais des gens de mon âge qui commençaient à acheter des trucs et tout. Je me disais, moi, j'ai pas... La comparaison de la femme. Ouais, j'étais là, j'ai même pas 100 € de côté. Et en fait, t'as un peu ce stress aussi. Et puis, après, je dis pas que quand tu te lances en freelance, t'as pas de taf. Il y a des gens pour qui ça marche de suite très bien. J'ai une copine à moi d'ailleurs qui regardera cette vidéo qui s'est lancée en freelance et qui a une super mission de suite, donc ça peut très très bien fonctionner, mais il faut être conscient de ça, il faut être conscient qu'il y a une précarité qui existe aussi, et j'ai pas envie de cacher ça. Je pense que c'est important de dire il y a une vraie précarité dans ces métiers, et surtout dans l'illustration aussi, et il faut être conscient qu'il y a des chances que tu galères financièrement. Et si tu es prêt à te dire, ok, je vais galérer, ça va peut-être être un stress pendant quelques temps, pourquoi pas, why not, franchement, vas-y. Parce qu'après, tout le reste, c'est vraiment un confort. Moi, le confort a un prix, c'est ça. Et c'est en fait, c'est un peu pour répondre à ce discours un petit peu de foncez, tête baissée, allez-y, positive attitude. Et en fait, des fois, il faut juste dire, peut-être non, t'as pas le profil en vrai. Faut le dire. Ou alors, en tout cas, pour le moment, t'as pas le profil. Tu peux avoir le profil, mais il va falloir faire des efforts. Non, c'est clair. Et donc, je pense que c'est bien parce que souvent, on entend lancez-vous. Non, lancez-vous pas. Attendez un peu. Je suis bien d'accord. Donc, c'est pour un petit peu enlever le tabou là-dessus. Et question super fun, qui fait bien plaisir. Est-ce que tu te sens seule ? C'est vraiment, c'est une réflexion dans laquelle je suis depuis quelques semaines. Je dirais que dans mon métier, des fois, je ressens la solitude, pas par rapport au fait d'être seule, on va dire physiquement, mais plus par rapport au fait que j'ai personne avec qui vraiment échanger sur ce que je fais. En fait, des fois, j'aimerais avoir une expertise extérieure. Des fois, quand je fais des projets, j'aimerais avoir quelqu'un dans mon métier qui me dise « Ah tiens, non, on fait plutôt, tu devrais faire comme ça ou comme ça », ou être à deux, par exemple, sur un projet. Et c'est pour ça que, par exemple, on revient sur la question de l'agence, avoir quelque chose autour. Parce que des fois, je me sens seule et j'ai la sensation de ne pas réussir à m'améliorer autant que je voudrais. Je peux m'améliorer en dessinant, mais des fois, ça me manque. Et je pense que peut-être j'aurais on va dire, plus d'amélioration des fois si je bossais au sein d'une boîte. C'est plus ça, en fait, qui me fait me sentir seule. Mais après, fondamentalement, je ne me sens pas si seule que ça. Par exemple, j'ai Mathilde avec qui je travaille tous les jours. On s'écrit juste par WhatsApp, on s'envoie des vocaux, donc j'ai toujours quelqu'un. Et pour moi, je pense qu'aujourd'hui, je considère qu'on est deux désormais, et c'est ça qui est vraiment chouette.
Mais ouais, juste, je dirais, par rapport à mon propre projet, des fois, ça me ferait du bien d'avoir un regard extérieur. Je comprends. Et ouais, le côté, l'aspect travailler toute seule à son bureau, ça, c'est pas un truc... Non, du tout. Au contraire, j'aime bien. Je crois que j'ai vraiment besoin d'être seule quand je crée. J'aime bien avoir du monde autour, mais pas quelqu'un qui va venir, tu vois, dans ma bulle. Bien sûr. Bah, merci beaucoup. Bah, c'était trop cool. Trop cool. J'espère que ça t'a plu. Ouais, j'ai trop kiffé. C'était trop bien. Bah, merci.